Je vais vous partager les meilleurs conseils business et mindset que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Pour ceux qui savent pas qui je suis, depuis mes 14-15 ans, j'essaie de faire de l'argent sur Internet. J'ai testé plein de business models différents. Celui qui a vraiment changé ma vie, c'est l'OFM, le management OnlyFans. J'ai fait plus de 10 millions avec mon agence. Tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est des trucs que j'ai appliqués, pas que en OFM. J'ai fait du dropshipping, j'ai vendu des vêtements, j'ai fait plein de trucs différents. Tous ces trucs-là, depuis mes 15 ans à mes 22 ans aujourd'hui, j'ai appris pas mal de trucs, des trucs qui sont universels, qui marchent dans tous les business. Peu importe le business dans lequel vous êtes, vous allez avoir de la valeur. Si vous prenez cette vidéo au sérieux, je garantis que c'est la vidéo la plus importante que vous pouvez regarder et qui peut avoir le plus gros impact sur votre vie. Je m'adresse uniquement aux personnes ultra ambitieuses, les gens qui veulent du short form, les gens qui veulent du divertissement. Regardez mes autres vidéos, il y en a assez pour ça. Mais là, ça va être une vidéo ennuyante, il n'y aura pas de musique, donc ça va être des conseils business, des principes universels qui fonctionnent partout, peu importe votre industrie. Mindset, c'est la même chose. Je suis pas parti avec beaucoup d'argent, je viens pas d'une famille riche. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire avec mon business que j'ai lancé en parallèle de mes études. Donc, je sais de quoi je parle. Vous pouvez être d'accord avec moi ou avoir tort, mais en tout cas, vous allez avoir de la valeur à travers cette vidéo. Let's go. Numéro 1, mets-toi dans la merde et travaille pour t'en sortir. Il y aura une petite histoire attachée à chaque fois parce que je base ce que je vais dire sur l'expérience personnelle. J'ai fait de l'argent dans plusieurs business. Là, ça va être par rapport au dropshipping. Quand j'ai fait du dropshipping, j'avais un store de pistolets à eau qui balançaient des bulles, tu vois, qui explosent. On s'en branle du produit, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y avait un produit winner, entre guillemets, que tout le monde voulait. Tout le monde le voulait sur TikTok, sur Insta. Il était plus dispo partout. Je voyais un mec aux US qui faisait des millions de vues avec ce produit-là. Et ce qu'il avait mis en bio, ce débile, c'est qu'il avait mis sold out. Le produit était plus disponible sur le site, il n'y avait aucun moyen de l'acheter, il faisait des millions de vues. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, le produit, il a de l'attention, il a des vues. Aujourd'hui, quand t'es vu, tu peux être payé. Les gens veulent l'acheter, je regardais les commentaires, les gens disaient, où est-ce que je peux l'acheter? Le mec répondait sold out. C'était un compte TikTok aux États-Unis. J'ai vu qu'il avait pas de compte Instagram. J'ai téléchargé ses TikTok. Quand il y avait du texte en anglais, je le remplaçais par un texte français. J'ai posté sur Instagram en France, j'ai fait des millions de vues, j'ai fait 44 CA. Maintenant, et là où la leçon fait sens, mets-toi dans la merde et travaille pour réussir, j'avais pas le produit. Personne ne pouvait l'acheter, c'était compliqué, et c'est pour ça qu'en premier lieu, il avait mis que c'était sold out. Est-ce que tu penses que quand t'as pas d'argent, tu vas voir 10K, 20K, 30K, 40K, sans trouver le produit et sans avoir un moyen de le sourcer, tu penses pas que tu vas trouver une putain de solution? Puisque tu vas dormir moins s'il faut, tu vois. T'es pas la même personne quand t'as pas de filet de sécurité et que t'es obligé de réussir. C'est pour ça que plus les gens font de l'argent, en général, plus ils deviennent feignants, parce que t'as de l'argent sur ton compte, tu te reposes sur tes acquis, entre guillemets. Là, c'était soit je rembourse tout le monde, et je dis adieu à mes 44 CA, ou je trouve un putain de moyen de sourcer le produit. Et je l'ai trouvé. J'ai eu, je crois, 4, 5 remboursements. Cette histoire, c'est pas bullshit. J'avais un compte Instagram et TikTok, ça s'appelait My Blasters. M-Y Blasters avec un Z à la fin. Je suis sûr que vous pouvez encore le trouver. C'était mon site, vous pouvez aller voir les réels Instagram, le TikTok, etc. Donc j'ai vu une opportunité. On était l'été, j'ai vu un produit qui marchait, personne ne pouvait le sourcer. C'était sold out, il y avait des gens avec leur argent qui attendaient de le payer. Je l'ai proposé aux gens, ils ont acheté, je me suis mis dans la merde et ensuite j'ai bossé pour régler le problème. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais même pas eu l'opportunité de faire de l'argent parce que personne m'aurait payé, j'aurais jamais proposé le produit. S'il y a un produit qui se vend et que tu sais pas où l'acheter, vaut mieux le proposer, ensuite trouver des solutions pour régler le problème plutôt que de même pas avoir l'opportunité de vendre en premier lieu. Voilà. C'est comme partir à l'étranger avec peu d'argent, par exemple. T'achètes un Mac, tu loues un endroit, tu vas te laisser mourir de faim. Non, tu vas bosser plus que si t'étais confortable chez tes parents. C'est la même chose. Deuxième leçon, c'est un principe qui se lie un peu, c'est pour ça que je l'ai mis juste après. Surpromettre et se débrouiller pour le justifier. Il y a un call que j'ai fait avec une modèle qui est sur YouTube qui me parlait de son TikTok qui était ban. Maintenant, t'as un bon lead que t'as en appel et elle dit, ah, mon problème, c'est que j'ai mon TikTok qui est ban et personne peut me le récupérer. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis, ah ouais, c'est chaud TikTok, je pourrais pas? Ou est-ce que tu dis, ah ouais, pas de problème, je fais ça tous les jours? Parce que ce qui va se passer, si tu dis non, je peux pas récupérer ton TikTok, désolé, c'est chaud. T'auras même pas l'opportunité de travailler avec cette personne dans la majorité des cas. Alors que si tu surpromets, tu dis oui, c'est pas un problème, on l'a déjà fait, déjà tu vas te faire payer, la personne elle va être contente parce que si t'es une agence comme moi qui fait pas de la merde, tu vas scaler cette meuf et faire plus d'argent. Et en plus, une fois que tu as dit ce truc, maintenant tu vas te débrouiller pour fixer le problème. Ça revient à la première leçon, c'est un contexte juste un peu différent, c'est pour ça que je l'ai mis juste après, mais son TikTok, au final, je l'ai récupéré. Pourquoi? Parce que j'ai contacté plusieurs gars sur Telegram, je leur ai dit, mec, j'ai cette modèle-là, voilà son email, voilà son nom de compte, tu peux faire quelque chose ou pas? J'ai payé 1 500 $, au final, c'est une meuf qui me rapporte 30K par mois. Et si j'avais pas dit pendant ce call que je pouvais récupérer son compte, elle aurait bossé avec quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, il se serait fait payer et pas moi. Donc maintenant, celui qui gagne, c'est celui qui se fait payer et toi, t'as perdu. Numéro 3, prenez pas le légal trop au sérieux quand vous commencez. J'ai des gens qui viennent me contacter et qui me disent, Kéo, comment je fais pour ma micro-entreprise, comment je fais pour ma société? T'as fait de l'argent? Non. Déjà, la première étape, c'est pourquoi tu veux régler un problème que t'as pas maintenant? Les impôts, c'est un problème qui vient avec l'argent. Est-ce que tu fais de l'argent? Non. Alors pourquoi tu mets de l'énergie sur comment fixer tes impôts alors que t'as pas besoin de le faire? Au début, mets toute ton énergie sur faire de l'argent et ensuite tu régleras les problèmes qui vont avec. Mais le problème, c'est que tout le monde met son énergie dans les trucs qui ont aucune importance. Typiquement, il y a des gens qui vont recevoir 100 balles et qui vont ouvrir leur micro-entreprise et qui vont être contents de l'avoir fait. Et qui vont se dire, ah, j'ai une micro-entreprise, je suis un entrepreneur, regardez, c'est stylé. T'es juste broke et t'as fait 100 balles.
Il y a vraiment des gens qui commencent leur micro-entreprise avant de faire de l'argent. Arrêtez de vous préoccuper avec ça. C'est comme typiquement les réels que j'ai volés aux US pour poster en France. Il y a des gens qui auraient dit, ah ouais, c'est chaud. Imagine, il voit mon compte, il va me signaler ou il va porter plainte. Et ils en ont rien à foutre. Personne va mettre autant d'énergie pour toi et au pire des cas, ton compte il se fait supprimer, on s'en branle. En fait, des fois, il faut juste faire un pas en arrière et réaliser que les trucs, c'est pas si profond que ça. J'ai volé les réels d'un mec aux US, je les ai mis en France, j'ai fait des vues, j'ai fait des ventes avec ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a plein de gens qui auraient pas osé. C'est comme les ads Facebook, par exemple. Il y a plein de gens qui prennent les vidéos d'autres personnes sans leur demander l'autorisation. Ils les postent, ils font comme si c'était de l'UGC et qu'ils les avaient payés. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que tu vas prendre une amende de 100K? Non. Est-ce que ça augmente les chances que ton ad se fasse supprimer? Ouais. Waouh. Et encore une fois, si tu l'avais pas fait, tu n'aurais même pas eu l'opportunité de pouvoir essayer. Le légal, au début, quand tu fais pas d'argent, on s'en branle. Vous croyez que l'URSSAF, ils en ont quelque chose à foutre de vos 2000 balles par mois? Alors, je dis pas de pas déclarer vos impôts, payez vos impôts. Je l'ai fait, j'ai eu une micro-entreprise en France, j'ai payé 6 chiffres d'impôts, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais c'est OK. Ce que je dis juste, c'est de ne pas prendre ça autant au sérieux. Arrêtez de mettre de l'énergie dans comment je paye mes impôts, comment je crée ma micro-entreprise, quelle activité exacte je mets, etc. Préoccupez-vous sur faire de l'argent et fixez vos problèmes qui vont avec après. Numéro 4, je parle de ça notamment en OFM, ne prends jamais un client pour acquis. Alors, tu travailles avec des humains, littéralement, c'est des clientes, c'est des filles, tu vois, qui ont ton âge. Là, je parle d'OFM parce que c'est le business que je fais, c'est le business avec lequel j'ai fait plusieurs millions, c'est le seul business que j'apprends parce que c'est le seul que je connais à 100%. Le moment où tu prends un client comme acquis, le moment où tu penses que quelqu'un est à toi à 100%, c'est le moment où tu arrêtes de faire les efforts qui t'ont permis de l'avoir en premier lieu. Et c'est le même moment où on va commencer à regarder ailleurs. C'est la même chose pour un business. Si tu arrêtes de bosser, ça descend. C'est la même chose pour un corps. Si tu arrêtes d'aller à la salle, tu grossis. C'est la même chose pour les relations hommes-femmes. Ça marche partout. Donc jamais prendre un client pour acquis. Et typiquement, ce que je fais en OFM, c'est que dès qu'il y a une bonne nouvelle, je le dis. Dès qu'il y a un truc, un jour on a fait plus 50%, je l'envoie dans le groupe chat, je dis bonne nouvelle. Parce que c'est peut-être un jour où elle avait pensé à 20% de changer d'agence. Pareil, s'il y a une galère, par exemple, il y a un problème de leak sur Google, elle a des leaks et elle veut les enlever. Moi, je paye un software, ça me coûte 200 balles par mois. Je dis que c'était une galère extrême de les enlever, que j'ai dû embaucher un avocat, etc., qui a fait des lettres de DMCA à Google, alors que j'ai juste payé 200 balles et j'ai rien fait. Maintenant, est-ce que j'aurais juste pu dire, OK, t'inquiète, je vais payer un software et ça va se faire des lettres? J'aurais pu faire ça, mais en renforçant l'effort que j'ai fait envers cette personne, elle est moins sujette à me quitter. Là, je vous ai cité 2 exemples, mais ça marche avec tout. S'il y a un réel sur un compte secondaire qui perce, envoyez-le dans le groupe chat. Il faut qu'il y ait plus d'informations positives que négatives. Parce que forcément, il y aura des trucs, des fois, il y aura des jours en baisse. Il y aura des trucs peut-être qui se sont pas passés comme elle voulait. Mais quand elle va penser à toutes les informations positives qu'on leur a envoyées, ça va contrebalancer cette idée-là, en fait. Dès qu'il y a un truc positif, il faut l'envoyer. Jamais prendre un client comme acquis. 5. Les femmes sont feignantes, n'ont pas envie de travailler et manquent souvent de bon sens. Je dis ça avec certitude parce que ça fait 3 ans que je bosse avec des femmes, un peu plus. Et je vais vous raconter 2, 3 anecdotes par rapport à ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais autant d'argent, parce qu'il y a un marché à combler, tu vois. D'un côté, tu as les femmes qui ont jamais eu l'opportunité de faire autant d'argent avec les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, tu as ces mêmes femmes qui manquent de tolérance au stress, d'organisation business en général, de bon sens et d'envie de conquérir. Je sais que ça a déjà été dit, mais typiquement, une femme, tu lui dis qu'elle peut faire 1000 $ par heure, elle va se dire, oh cool, je vais bosser 3 heures par semaine, et après, je vais aller boire du matcha et aller à la plage, alors qu'un gars, il va se dire, ok, je bosse 18 heures par jour. C'est 2 mentalités différentes, et c'est pour ça que le management OnlyFans, c'est cool, tu vois. Tu bosses avec des femmes pour cette mentalité-là, et toi, t'arrives, t'apportes ta valeur et tu fais de l'argent à tout le monde. Tout le monde est content, au final. Je sais qu'il y a une minorité pour qui c'est pas le cas. Oui, il y a des femmes qui travaillent beaucoup et qui ont peut-être plus de discipline que moi, mais une exception, ça prouve pas le contraire d'une idée générale. Donc, on va pas perdre de temps sur ça. Un autre exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est que essayez maintenant, si vous envoyez 2 questions à une femme au milieu d'une conversation, elle va répondre à la deuxième et ignorer le premier message. Ça m'arrive 7 fois sur 10. Et du coup, je me remets en question, je me dis, OK, peut-être que mon message n'est pas clair, peut-être que j'aurais dû mettre 1 et 2 quand je pose mes questions. Et en fait, très souvent, il y a 2 questions qui sont clairement posées et elle va répondre à une des deux et elle va pas avoir le souci, elle va passer à autre chose et je suis obligé de follow-up en faisant reply sur le premier message. Pareil, quand je parle d'être feignant, j'ai déjà eu des filles qui prennent 2 jours à upload quelque chose sur Drive. Le contenu est déjà record. Je lui dis, OK, tu peux l'upload sur Drive pour qu'on puisse l'utiliser au plus vite? Oui. Et ça va prendre 2 jours. Je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, quand tu uploads sur Drive, faut rester sur la page en question pour que ça charge. Mais je sais pas. En fait, là, ça prend genre 10 secondes, tu vois. Et en fait, elles vont cliquer, boum, 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 boum. Et en fait, elles voient que c'est long. Peut-être que, je sais pas, il y a une pulsion, elles doivent scroller un réel. Après, elles reviennent sur Drive et du coup, ça a cancel. Et ça peut prendre 2, 3 jours pour les pires. Je sais que ça sonne extrême. Et si t'es un homme, tu dis, mec, c'est pas possible. Une meuf qui fait 100K par mois, comment elle peut pas mettre aussi peu d'efforts vers quelque chose qui va lui faire réussir mieux? C'est juste comme ça. Ça fait 3 ans que je fais ça et je me rends compte du truc, c'est juste indéniable. En OFM, tous les process qui prennent la modèle en compte, où elle a une part d'action à faire, faut rendre tout le plus simple possible, parce que la demi-seconde où il y a une confusion, elles abandonnent. Et c'est comme rester rationnel sous pression. Par exemple, tu as un problème,
Il faut rester calme, trouver une solution sans paniquer. C'est un trait masculin, pas féminin. Toutes les femmes avec qui j'ai bossé, toutes celles que j'ai fréquentées dans ma vie, paniquent pour rien. Disons qu'on est en retard de 5 minutes. Moi, je chill sur mon tel. Tu vas entendre des ah, panique, tu vois. Elle perd un truc. Elle panique et transpire. On dirait que elle est recherchée par la police. Enfin, le moindre petit problème, c'est comme si un homme avait le même problème fois 10, tu vois, niveau réaction. Et c'est pour ça que j'adore ce business, parce qu'il y a un énorme trou à combler, en fait. Tu mets mon cerveau, tu vois, un cerveau bien compétent, qui est discipliné et qui est organisé, au service de la beauté féminine. Tu mets les deux ensemble, tu obtiens des millions de dollars. Et voilà. Leçon numéro 6. Panique quand tout va bien. Je sais que c'est un truc que j'ai déjà dit, mais l'idée générale de ça, c'est que les gens, quand ils commencent à avoir un peu de momentum, quand ils ont un peu de résultats dans leur business, c'est le moment où ils commencent à travailler moins. Et au final, 6 mois plus tard, ils n'ont plus de business. Ils se disent, merde, ah, comment c'est possible? Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand tu as un momentum, tu as fait le plus dur. Tu vois? Typiquement, le truc du, c'est quoi le plus difficile entre 0 à 10K par mois et 10 à 100? J'y croyais pas au début, mais le plus dur, c'est 0 à 10. C'est le plus dur que tu bosseras. En fait, une fois que tu commences à faire de l'argent, c'est très simple de le multiplier, mais c'est l'attraction initiale qui est dure, en fait. C'est comme un compte de réel Instagram. Tu vois, au début, c'est chiant, t'as des comptes qui flopent, des business qui ratent. Ensuite, quand tu commences à passer la barre des 10K, c'est très difficile de retourner en arrière si t'as un minimum de bon sens et la moitié d'un cerveau. Vraiment. Je sais que c'est dur à croire. Si vous regardez, vous faites pas d'argent, là, vous allez dire comment ça, c'est plus simple de passer de 10 à 100K par mois que de 0 à 10. J'y croyais pas non plus, mais c'est la vérité, tout le monde dit ça. Donc, quand t'as un momentum, faut que tu le traites avec urgence et respect, tu vois. Tu te dis, mec, putain, j'ai du momentum. C'est chaud d'arriver jusque-là. Si je le lâche, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc, quand vous avez du momentum, quand vous avez un moment où vous avez de la traction sur un business ou autre chose, dites-vous, ok, putain, c'est le moment, tu vois, c'est le moment de pas lâcher, parce que si je le fais, je vais regretter toute ma vie. Et ça se trouve, t'arriveras même plus à retrouver ce point de momentum que t'as eu là, tu vois. T'arrives de 0 à 10K par mois, c'est le moment où il faut pas lâcher pour scaler à 100, et ensuite être littéralement libre pour toujours. Et tu vas arriver à 10K, tu vas peut-être lâcher, tu vas retourner à 0, et t'arriveras plus jamais à arriver à 10. Et là, tu vas t'en vouloir. Numéro 7. Un business, c'est rien de plus que le stress des gens et l'argent d'autres personnes. C'est tout ce que c'est, ok? Quand tu regardes le management OnlyFans, encore une fois, je fais beaucoup de références à ça parce que c'est mon business. Donc, littéralement, tu gères le stress d'autres meufs. Si une meuf, elle venait à faire tous les process que j'ai, toute l'organisation d'équipe que j'ai pour elle, elle pèterait un plomb, elle sera en burn-out au bout de 2 jours. Il y a une corrélation directe entre le niveau de stress que tu es prêt à accepter et l'argent que tu vas faire. Peut-être que tu vois, actuellement, j'ai pas la tolérance au stress nécessaire pour faire 2 M par mois. Je fais pas 2 M par mois actuellement, c'est peut-être le cas. Tu vois, il y a des gens qui sont prêts à accepter plus de stress que moi et qui font plus d'argent. Et je suis OK avec ça. Mais un business, c'est littéralement régler le problème d'autres personnes. C'est tout ce que c'est. Parce que s'ils avaient pas de problème et qu'ils seraient OK avec leur vie, en général, ils auraient pas besoin de toi, tu vois. Donc, quand je dis que c'est le stress d'autres personnes, c'est tout ce que ça veut dire. Ils ont un problème, t'acceptes de le régler pour te faire payer et en échange prendre de leur stress. C'est tout ce que c'est. Et de l'argent qui rentre, de la même façon, si t'as pas d'argent, t'as pas de business. C'est pour ça que j'avais dit que le mec qui a une micro-entreprise, qui est content et qui dit à sa mère, oh, j'ai ouvert une micro-entreprise, c'est pas stylé, gros. On s'en fout. Le hustler qui vend de la drogue et qui prend des paiements en crypto, en cash, c'est plus un entrepreneur que toi avec ta micro-entreprise qui fait 500 balles. Tu vois ce que je veux dire? Leçon numéro 8. Ton apparence a de l'importance dans le business en général. Ma personal brand sur Instagram, c'est un truc qui me fait passer devant plein de gens juste parce que ça donne confiance. Quand elles arrivent sur mon profil, il y a une grosse proba pour que des personnes qu'elles suivent me suivent. Quand tu arrives sur un compte, il y a marqué suivi par. Là, on parle de personal brand, on parle de réseaux sociaux, mais ça marche aussi quand tu rencontres des gens. Typiquement, si je vais bosser avec un mec et qu'il est gros, j'ai pas envie de bosser avec lui. Pourquoi? Parce que tu dis à tout le monde, sans avoir besoin de parler, que t'as pas de discipline, t'es même pas capable de contrôler ce qui rentre dans ta bouche, et t'es pas capable de faire 45 minutes de salle par jour pour pas ressembler à une merde. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a un bon physique, il a même pas besoin de parler, il dit à tout le monde que il a pas peur du travail dur, il a pas peur de se mettre dans de la difficulté maintenant pour avoir un avantage dans le futur, donc son physique. Maintenant, quand il y a une tâche à finir, qu'il est tard et que t'as la flemme, là, typiquement, il est 2h50, je fais cette vidéo parce que ça doit être fait. Qui est-ce que tu penses est plus probable de faire cette vidéo? Le mec qui a pas la discipline de se contrôler pour manger une glace à 3h du mat, ou celui qui va se dire, ok, ça va pas être agréable, je vais être fatigué, mais au moins, après, je serai fier de moi et j'aurai un asset tangible à regarder, tu vois. Faire de l'effort, avoir la discipline d'avoir un bon physique, c'est la même chose que dans le business. Une personne qui a un bon physique comparé à quelqu'un de gros, ça dit beaucoup sur sa personnalité sans qu'il y ait besoin de parler. Là, on parle de physique, mais ça peut être typiquement une montre. Je sais qu'il y a des montres chères, j'ai acheté une montre à 300K récemment, c'est n'importe quoi, je sais que c'est abusé, mais je vois plus ça comme une représentation tangible de ma discipline de mon travail, en fait. Quand tu vois quelqu'un qui a une montre à 6 chiffres, instantanément, tu dis, OK, c'est pas une pute qui a peur de travailler. Tu vois? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire une montre à 6 chiffres, c'est ridicule, t'as pas besoin de ça, tu veux juste prouver, etc. Mais en fait, les investissements d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'avant. Aujourd'hui, avoir une présence sur les réseaux sociaux,
avoir une montre chère, ça peut te lancer des conversations quand tu sors en boîte, par exemple. Je sais que c'est con, mais les personnes les plus riches que j'ai rencontrées, c'était dans des beach clubs à Dubaï. Et une montre chère, par exemple, ça dit beaucoup sur toi sans que tu aies besoin de parler. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu vas attirer que des personnes intéressées? Peut-être, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des échanges de valeurs, tu vois. Il y a des gens, je leur parle, et ils me parlent parce qu'on est utile l'un l'autre, que je peux lui apporter de la valeur dans un truc, il peut m'apporter de la valeur dans quelque chose, et on progresse tous les deux. Est-ce que ça veut dire que c'est une relation qui est fausse? Non. Mais si j'avais pas l'image sur les réseaux que j'ai aujourd'hui, je l'aurais jamais rencontré cette personne. Donc ton image a de l'importance, c'est indéniable. Leçon numéro 9. Sois égoïste avec ton temps et ton énergie. Ces deux trucs-là, ton temps et ton énergie, c'est les deux trucs avec lesquels tu devrais être le plus égoïste si tu essayes de construire quelque chose, si tu essayes de faire quelque chose de ta vie, si tu essayes d'avoir un momentum que tu n'as pas encore. Parce que ce qui va se passer, si tu donnes ton attention partout, tu vas être le genre de personne qui va dire j'ai pas le temps de bosser, alors qu'en fait, c'est juste des micro-décisions qui tuent ta journée et tu te rends même pas compte. C'est OK quand des personnes te proposent d'aller quelque part, de dire non, je peux pas et de pas le justifier. T'as pas de compte à rendre. C'est ta vie, tu vois. T'es libre de dire non, je peux pas, j'ai pas envie de venir. Pareil, si t'es dans une pièce et que t'as juste pas envie d'être là, t'as pas besoin de tout justifier. Tu peux juste te lever et partir, tu vois. Je dis pas ça dans un cadre où t'es en famille ou quoi, mais par exemple, tu te sens pas bien dans un groupe, t'es dehors, je sais pas où, t'as le droit de partir, d'économiser ton temps et de faire des choses que t'as envie de faire. C'est pas grave d'être égoïste et de faire ce que tu veux de ton temps. C'est comme, je connais des gars qui, une fois qu'ils sont avec des meufs, perdent 50% de leur temps juste parce qu'ils sont avec cette meuf. Et en fait, c'est OK d'être exigeant avec ce qu'on veut, de dire, regarde, j'ai des trucs à faire, j'aurai pas beaucoup de temps. Si ça te va pas, tant pis. Si ça te va, c'est cool. Mais je vais pas changer mes habitudes pour toi. Il te faut du temps, il te faut de l'énergie si tu veux construire quelque chose, t'as pas le choix. Et si tu te retrouves à être le genre de personne qui disperse son énergie, qui disperse son temps partout, tu te retrouveras avec rien. En fait, tu peux te retrouver avec plein de petits trucs, mais tu auras rien qui sera vraiment concret, quoi. Être égoïste avec son temps et son énergie, c'est le truc numéro un à faire. Numéro 10. L'humilité n'a jamais rendu quelqu'un meilleur. Je vais vous dire ça parce que moi, j'ai un peu une grande gueule. J'aime bien flex sur les réseaux sociaux. C'est marrant. Ah, j'ai trois lambeaux, vous en avez aucune. Ça me fait rire. Et ce qu'on va me dire très souvent, c'est reste humble. Mais en fait, quand on a le même âge, qu'on a eu les mêmes opportunités qui sont présentées entre toi et moi, et quand tu as décidé de te branler, j'ai bossé, et maintenant j'ai les résultats tangibles qui commencent à arriver dans ma vie, c'est compliqué de te prendre au sérieux et de te respecter. Il y a peut-être des gens qui sont super humbles et qui ont plus d'argent que moi. C'est OK. Je suis pas un mec ultra riche, mais il y a des gens qui ont 10, 20 M et qui sont pas aussi arrogants que moi sur les réseaux. Parce que juste, ils aiment plaire à tout le monde, etc. Moi, je suis OK avec l'idée qu'il y ait des gens qui m'aiment bien et d'autres qui m'aiment pas. Du moment que je suis moi-même, je suis OK avec ça. Mais ces gens qui sont ultra humbles en public, je vous garantis qu'ils ne le sont pas en privé. En fait, quand tu te mets dans un inconfort que 99% des gens sont pas prêts à accepter et que maintenant tu as les résultats qu'ils ont pas, il y a aucun monde où tu les regardes comme ton égal. Je sais que ça sonne élitiste et tout, mais c'est la vérité en fait. Quand tu travailles plus que tout le monde et que tu as la preuve indéniable que c'est le cas, tu regardes pas les gens qui se branlent avec respect en fait. Parce que tu vas voir un mec qui se plaint, qui avait la situation que tu avais avant, et tu vas dire je l'ai fait, avec tous les problèmes que j'avais, avec tous ceux que tu as actuellement, pourquoi tu pourrais pas le faire toi? Parce que là, t'es en train de te plaindre, mais t'agis pas. Vous croyez que les mecs ultra successful, du genre, je vais prendre Michael Jordan pour parler de sport, vous croyez que c'est pas un mec qui rentre sur un terrain et qui dit je suis meilleur que vous tous? C'est le mec qui va dire oh non les gars, chill, on est tous égaux en vrai. Ça bénéficie à personne. Ta vie va jamais être pire si tu te réveilles et que tu dis je suis meilleur que vous tous, je vais faire plus d'argent que vous tous, je vais gagner, vous allez perdre. Il y a aucun désavantage à ça. Donc quand je parle d'humilité, je parle de personnes qui vont être hyper humbles sur les réseaux sociaux et qui disent pas ces trucs, mais je vous garantis que la majorité, leur mentalité c'est la même. C'est je me réveille, je vais avoir les choses que vous aurez pas, je vais gagner. Et il y a aucun désavantage à ça, il y a aucun désavantage dans ta vie à penser comme ça. Être humble, par définition, ça bénéficie pas à ta vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Leçon numéro 11. Achète ce que tu veux et débrouille-toi pour faire plus, plutôt que de dépenser moins. C'est un truc sous lequel j'ai toujours vécu. Je suis pas le mec qui dépense énormément d'argent, mais je me prive pas quand je veux quelque chose, je vais l'acheter. Je pense que avoir cet état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté d'argent et traiter l'argent comme un truc que tu dois garder sans trop le dépenser, ça te bénéficie pas non plus parce que quand tu dépenses cet argent et que tu, entre guillemets, manques de respect à l'argent, on entend ce truc très souvent du t'as pas la valeur de l'argent. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gens qui disent t'as pas la valeur de l'argent, c'est des gens pauvres, en fait. Parce que les gens pauvres ont, entre guillemets, la valeur de l'argent parce qu'ils ont l'impression qu'ils payent tout avec leur vie et c'est le cas. Parce que quand tu dépenses 30 jours de travail dur pour gagner 2000 balles, tu vas pas acheter un portefeuille à 600 euros, tu vois, ça fait aucun sens. Parce que tu te dis, ok, ce portefeuille, il me coûte 13 jours.
La valeur de l'argent, c'est qu'une histoire de proportion. Si tu fais 400K par mois, qu'est-ce que t'en as à branler que le portefeuille soit à 1000 balles? C'est rien, c'est genre 2 heures de taf. Faut pas être la personne qui prend l'argent avec trop de respect et qui a peur de le dépenser parce que ça risque de pas revenir. Quand tu as cet état d'esprit où tu te dis, OK, le Kéo du passé, il a été assez intelligent pour faire de l'argent, j'ai pas peur que celui du futur, il soit pas en mesure de le faire. Avoir cet état d'esprit, plutôt que de se dire, OK, j'ai fait de l'argent, c'est chaud, je le mets de côté et tout, livret A, tu feras pas plus d'argent comme ça. Je te garantis que le mec qui dépense plus et qui pense avec un état d'esprit d'abondance, et en même temps, ça revient au principe que j'ai dit au début, où j'ai dit, mets-toi dans la merde et trouve un moyen pour t'en sortir. Je dis pas se mettre dans la merde et avoir 300K et acheter une voiture à 250. Je trouve ça un peu abusé. Je dis juste que tu seras pas la même personne avec 900K sur ton compte et 200 balles. Tu réfléchiras pas pareil. Je te jure qu'un mec qui se réveille, qui a 500K et qui le lendemain perd tout, je te jure qu'il agit pas pareil et qu'il a pas les mêmes idées. C'est sûr, parce que maintenant t'as pas le choix en fait. Et cette fin, entre guillemets, il y a des gens pour qui ça baisse pas, et c'est les gens en général qui sont les plus successful, mais la norme, c'est plus tu fais d'argent, plus tu vas être entre guillemets confortable avec ta situation, parce que tu vas te rendre compte que, ok, dans tous les cas, je serai plus jamais pauvre, j'ai plus cette urgence du début. Pour revenir au nom de la leçon de base, achète ce que tu veux et déroule-toi pour faire plus plutôt que de dépenser moins. Je trouve que c'est pas un flex, c'est pas stylé de pas dépenser son argent. C'est pas stylé d'être le gars qui dépense pas et qui se dit je suis riche mais t'as pas besoin de voiture et tout ça. Si l'argent est pas fait pour être dépensé, à quoi ça sert? Oui, tu l'investis, oui, d'accord, ok. Mais au bout d'un moment, faut aussi améliorer ton niveau de vie parce que c'est fait pour ça en fait. C'est pas stylé d'être le gars qui est multimillionnaire et qui voyage en économie parce que dépenser 2000 € pour un vol, c'est abusé. Tu fais de l'argent pour améliorer ton quotidien, pour être plus confortable. C'est fait pour en fait. Numéro 12. Oublie l'idée de fun si tu veux devenir riche jeune. Alors, riche, on a tous des définitions différentes. Pour certaines personnes, 10K par mois, t'es riche. Alors que pas du tout. Il y a des gens qui ruinent leur santé mentale pour faire de l'argent jeune. C'est un truc qui est plus commun que ce que vous pensez, je pense. Et est-ce que j'aurais une meilleure santé mentale si je faisais pas d'argent? Sûrement. Sûrement que statistiquement, je serais en meilleure santé. D'un autre côté, vivre sans argent, tu vas devoir absolument tout compter, etc. Je pourrais pas vivre comme ça. Donc, je suis OK avec le, entre guillemets, le downside qui va avec. Mais comment je le vois, c'est la situation que j'ai actuellement, qui sort du commun, c'est lié au nombre de bullshit et au nombre de prises de tête que je suis prêt à accepter tous les jours. En fait, il faut comprendre que tous les gens, moi y compris, qui font 6, 7 chiffres par mois, on se réveille pas et on se dit, OK, comment je vais m'amuser aujourd'hui? Tu as un objectif, qui est ta situation actuelle, et tu dis, OK, pour arriver de ma situation actuelle à cet objectif, il y a ça, ça et ça et ça qui doit être fait. Mais à la fin, tu vas être fier de toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, à quel point ce serait égoïste d'avoir un goal de fin en sachant que tu vas être fier de toi à la fin et d'être trop feignant pour parcourir le chemin. Parce qu'à la fin, le toi du futur, il va te remercier, tu vois. Ça va pas être simple, ça va pas être fun. Tous les jours, tu vas pas dire, mec, trop bien, aujourd'hui, je vais m'amuser, je vais faire les putains de scripts sur OnlyFans ou, tu vois, des trucs à la con. Mais à la fin, le toi du futur, il va te remercier et tu seras reconnaissant pour toutes les tâches que tu as fait. Leçon numéro 13, qui se lie parfaitement avec celle d'avant, c'est l'équilibre vie-travail n'existe pas si tu veux sortir du lot. C'est juste une question de statistique, en fait. Tu veux faire partie du 1%, ok. Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir le faire en faisant comme 99% des gens? Juste statistiquement, en fait, en ayant du bon sens, tu sais très bien que ça fait aucun sens. Parce que tu veux pas être extrême, tu veux pas dire non aux sorties, tu veux pas dire non aux trucs random qui te prennent du temps et de l'énergie. Parce que moi, je vais l'être, en fait. Donc tu vas perdre, c'est juste normal. Tu peux pas être le gars qui fait un business, qui a une vie sociale, qui a des potes, qui a une meuf, qui a des distractions à droite à gauche, et qui va réussir à 100% dans le business. Ça fait aucun sens, parce que moi, je suis prêt à abandonner ça, 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 ça et ça. Donc en fait, je vais juste me focus sur ça et tu vas perdre. C'est juste normal. Quand tu analyses des trucs comme ça, c'est pour ça que j'ai arrêté le basket aussi. J'étais relativement bon. J'étais pas un des mecs super chauds en France. Ok, j'avais un niveau national, d'accord. Mais je commençais à faire de l'argent aussi. Et je me disais, ça fait pas de sens d'être ce gars qui veut être pro en basket, qui veut aussi être millionnaire avec un business, tu vois. Parce que le mec qui est all-in sur le basket, il va juste me dépasser. C'est logique, tu vois. Donc, il fallait que je fasse un choix. Et pareil pour le mec qui est all-in business. Quand il va commencer à bosser, je vais être à l'entraînement 2 fois par jour. Et en plus, je vais être fatigué, j'aurai plus d'énergie mentale pour me focus sur mon business. Ça faisait aucun sens. Donc, si tu veux un équilibre, c'est OK. Mais sois cohérent avec ce que tu veux parce qu'il y a des gens qui s'en branlent de l'équilibre, tu vois. Et c'est les gens qui sont extrêmes qui gagnent. C'est comme si je te disais, quel pourcentage de ton potentiel tu veux exploiter? Et sois honnête, tu vois. Si c'est 60%, ouais, OK, il n'y a pas de souci. Tu auras 40% pour t'amuser, faire ce que tu veux. Maintenant, si tu me dis 100%, normalement, tu as un truc qui se passe dans ta tête, tu vois. Tu sais ce que ça veut dire. 100%. Ça veut dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que j'ai pas le droit aux distractions. J'ai pas le droit à tous ces trucs. Encore une fois, là, on maximise pas le fun. On maximise le résultat et être aligné avec ce qu'on veut vraiment.
Moi, j'essaye de vivre comme ça. J'essaye de me dire, j'ai une vision de fin, un truc que je veux vraiment. Si mes actions sont alignées avec l'outcome de fin, je me sens bien, même si c'est pas agréable pendant le moment. Parce que si je le fais pas et que je m'amuse, je vais être plus anxieux du taf qui est censé être fait et qui est en train d'être fait, plutôt que si j'étais juste en train de bosser. Et ça se relie parfaitement à la leçon numéro 14. T'as pas à être passionné par ce que tu fais pour faire de l'argent. Pensez à tous les métiers qui font des millions. Tu prends le producteur numéro un de feuilles en France. Est-ce que tu crois que le mec s'est réveillé et qu'il s'est dit, mec, je veux faire des putains de feuilles? Il s'en bat les couilles, il veut juste faire de l'argent. Il y a un moment, il s'est dit, ok, je veux être libre, comment je fais? Il a vu une opportunité quelque part, il a foncé. Mais personne n'est passionné par les feuilles. Je veux dire, tu peux être passionné par le process, tu peux être passionné par le fait d'avoir une meilleure vie, mais le business en général, je suis devenu multimillionnaire dans un business que j'aime pas forcément. Tu deals avec des femmes qui sont émotionnelles, incontrôlables et qui des fois font aucun sens, t'es obligé de gérer leur bullshit. Mais ça me donne la vie que je veux. Donc au final, je suis ok avec ça. Et pourquoi je dis que t'as pas à être passionné par ce que tu fais non plus? Parce que quand tu détestes plus l'idée d'être pauvre que l'inconfort du taf, tu te retrouves juste avec l'inconfort du taf et au final, t'es content, en fait. Parce que, personnellement, moi, ce qui m'a motivé au début, je détestais plus l'idée d'être pauvre que j'avais envie de devenir riche. Être pauvre, je sais pas si, je sais pas s'il y a des gens qui se rendent compte, c'est comme si tout le monde était riche. Mais les restrictions qui viennent avec le fait de pas avoir d'argent, peut-être que vous vous en rendez pas compte maintenant, mais il y a certaines personnes pour qui c'est impossible de vivre comme ça. Devoir compter quand tu vas au restaurant, devoir regarder les prix quand tu fais les courses. Tu vis avec tellement de restrictions, tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas conduire ce que tu veux, tu peux pas... Mec, il y a eu la terre, tu vois. Tu peux pas aller à l'endroit que tu veux. C'est comme si tu étais dans un jeu et que la map, elle était bloquée et que tu avais juste 20% de ton temps libre parce que le reste du temps, tu taffes. Ça fait aucun sens pour moi, tu peux pas vivre comme ça. Donc, j'ai toujours voulu de l'argent. Peu importe le moyen, j'en ai rien à foutre. J'ai testé tous les business possibles. Est-ce que ça va me payer? C'est aussi simple que ça, tu vois. Est-ce que ça va me payer? Est-ce que ça va me donner de la liberté à la fin? Oui, cool, ok, on commence. Peu importe le business, je m'en branle si je dois vendre des produits ou des nudes comme je fais actuellement. C'est pas grave. Est-ce que ça me paye? C'est tout. Leçon numéro 15. Avant d'être multimillionnaire, oublie la liberté temporelle. Je sais que c'est un truc qu'on vous a vendu, que les gens qui montrent leur business sur les réseaux sociaux en général montrent que les trucs cool, montrent que les vacances, montrent que leur putain de tel depuis un beach club. C'est un mensonge, ok? Parce que ce qui va se passer, si tu rushes la liberté temporelle et que t'es le genre de gars qui a un peu de momentum, qui fait 10, 20K par mois et qui commence à déléguer des trucs au leverage et qui se dit de toute façon je délègue, je fais rien, je te garantis que dans 6 mois t'es broke, t'es à Decathlon en train de mettre des chaussures en rayon. Il y a plein de gens comme ça, des gens à qui j'ai parlé et je leur dis ok mais tu fais quoi actuellement du coup, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Et ils me disent bon je fais rien, j'ai tout délégué. Et tous ces gars disparaissent. Je vous jure, c'est le point de commun de tous ces gars. À chaque fois, les mecs qui délèguent les trucs au leverage, qui enlèvent leur cerveau de leur business, c'est les mecs qui finissent à avoir plus d'argent. 100% de ces gars-là. Donc, faut que tu sois prêt avec l'idée de la liberté temporelle. Faut pas. Il y a des gens qui vont dire liberté financière, liberté géographique, temporelle. La liberté temporelle, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Se détacher de son business, avoir des gens qui font grandir ton business quand t'es pas là, c'est un autre game que de juste faire 30, 40K par mois, pouvoir voyager où tu veux et acheter plus ou moins ce que tu veux. Tu vois, après 50K par mois, il n'y a pas grand chose que tu peux pas faire à part des supercars et voyager en jet. En vrai. Tu peux te faire plaisir, tu vois. Disons que tu as un loyer à 10K, tu dépenses 10K dans le fun, tu as une bonne vie. Mais le problème, c'est que si t'es feignant et que t'es confortable dans ça, c'est ultra dangereux parce que le momentum, tu vas le perdre. Leçon numéro 16, ça nécessite pas forcément d'argent de faire de l'argent. Je sais que tout le monde se dit, mec, j'ai pas de budget pour commencer. Arrêtez avec ce truc de merde, s'il vous plaît. Quand t'es un minimum intelligent et que t'es débrouillard, tu peux faire de l'argent sans dépenser de l'argent. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les guide, qu'on les accompagne pour faire de l'argent dans la business. En OFM, le premier argent que j'ai fait, j'ai pas dépensé d'argent pour le faire. J'ai fait de l'argent avant d'en dépenser. Maintenant, est-ce que je dis que c'est une bonne idée? Je pense pas. Est-ce que j'aurais fait plus d'argent rapidement si j'avais payé quelqu'un pour apprendre? Oui. Mais laissez pas le manque d'argent comme une excuse pour pas passer à l'action. Il y a des informations qui sont gratuites. Je vous apprends pas YouTube. Tapez votre problème, trouvez votre solution. Enfin, les informations gratuites en général sont pas aussi qualitatives que les payantes, mais il y a de quoi faire. En fait, si t'es le mec qui dit j'ai pas d'argent, ah mais j'ai pas commencé parce que j'ai pas d'argent, tu vois. T'es juste une merde, t'es feignant et t'aurais pu trouver une solution, t'aurais pu passer à l'action, t'aurais pu commencer à apprendre et faire des choses. Pareil, je peux lier ça à une marque de vêtements typiquement. Il y a eu plein de flops comme ça, des mecs qui lançaient des marques avec des influenceurs, ils mettent un nom random plus Paris, tu vois. Ils se disent c'est stylé, c'est comme Balmain. Et après ils se retrouvent avec 200K d'inventaire à vendu. Mec, pourquoi tu prends pas un putain de t-shirt, t'en fais 5, tu fais des photos, tu vois si ça vend et après tu ships.
Encore une fois, ça se relie à la première leçon, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que tout se lie à ça. Mets-toi dans la merde, entre guillemets. Oh, j'ai pas le stock à délivrer, trop dur. Parce que disons que t'as pas le stock. T'as 5 t-shirts que t'as pris pour faire des photos avec et vendre, et t'as eu 200 commandes. C'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir le stock instantanément parce que t'as vendu des trucs. Oui, ça va prendre plus de temps. Oui, tu vas taper peut-être 20% de remboursement avec les gens qui sont le moins impatients. Mais au final, je sais pas, tu leur mets un t-shirt gratuit, peu importe, tu les fais attendre et tu les livres après. Mais au moins, si ça floppe, je suis pas ce gars qui a dépensé 300K dans une warehouse, je sais pas où, et qui a 500 t-shirts qui sont invendus et qui va commencer à faire des giveaways à des gens. Enfin, c'est ridicule. T'as pas besoin de dépenser de l'argent avant d'en faire. Numéro 17. Tout le monde aime un gagnant et quelqu'un de confiant. Si tu vas acheter un produit, est-ce que tu veux quelqu'un qui dise hein, je suis nouveau dans ça, c'est chaud, je suis pas le meilleur, je vais essayer de faire mon mieux, ou quelqu'un qui va dire ok, ce que je vends, c'est le meilleur truc du marché, 100% tu vas scaler, ça va être insane. Instantanément, même si le produit n'a pas changé, tu vois. Tu veux quelqu'un de confiant, tu veux quelqu'un qui soit à l'aise avec ce qu'il vend et qui a la confiance de le dire à haute voix. Quel avantage t'as à dire que t'es pas le meilleur? Là, je parle juste pour toi, je parle pas de le crier à haute voix si pour l'instant t'as rien fait, tu vois, ça a aucun sens. Faut pas être un bullshitter non plus et commencer à dire des trucs que t'as pas fait. Mais si tu te parles à toi, pourquoi tu dirais pas que t'es le meilleur et que tu peux tout accomplir? Il y a rien de mal à ça. Là, je parle de vision que tu as sur toi directement, mais avec un prestataire, c'est la même chose. Pourquoi, si tu as un appel de vente, par exemple, tu dirais pas que tu es le meilleur? C'est pas négatif de dire que tu es meilleur que tout le monde. Et puis, encore une fois, tu te débrouilleras pour le justifier après. Mais si tu n'avais pas eu la confiance de le dire, la personne qui a eu la confiance de le dire, même s'il est pas meilleur que toi, il va travailler avec cette personne, il va se faire payer. C'est tout se relie à ce truc. Tout se relie à ce truc. Numéro 18. Personne ne devient riche en économisant. Ça n'existe pas. Faut enlever l'idée d'économiser pour devenir riche. Ça n'existe pas. Ok? Disons que tu gagnes 5K par mois. Attends, je suis en train de filmer avec mon tel, donc 5K par mois. Attends. Tu gagnes 5K par mois. Tu vas acheter cette voiture. Pas 5 000 par mois. On va prendre un salaire moyen. Tu gagnes 2 000 balles. Tu gagnes 2K par mois. Tu vas acheter ma voiture. Tu prends 530 000 euros. Tu le divises par 2 000. Ça fait 265. Tu le divises par 12. Ça fait 22 ans, si tout était gratuit, mais t'as économisé pour acheter une de mes 3 voitures. Oui, j'ai pris la plus chère parce que c'est plus stylé. Mais tu vois ce que je veux dire? Économiser, ça mène nulle part. Il faut augmenter ton income. On s'en branle d'économiser. En fait, si t'es le mec qui gagne 3 ou 5K par mois, déjà, ça change rien. Que ton compte en banque qui soit de 7 380 euros ou 14 000, ça change rien. En fait, t'es à des échelles tellement petites que ça change rien à ta vie. Tu peux être le gars qui voit l'argent comme abondant, comme j'avais dit au début, au lieu d'être dans la rareté et là, oh, j'ai peur de dépenser mon argent au cas où elle revient pas, tu mets une éventualité de perdre. Déjà, c'est pas une mentalité de gagnant, tu vas faire que perdre de l'argent avec ça. Je garantis que le mec qui a 30K sur son compte et qui prend un jet avec ses potes juste pour le fun, il fera plus d'argent au final. On s'en branle que t'aies 22 000 euros ou 23 000 euros sur ton compte, ça change rien. Tu veux une paire de chaussures à 1000 balles et t'as 12K, prends-la. Ça change quoi à ta vie? On s'en fout, en fait. Dans tous les cas, si t'es ambitieux, que tu veux devenir riche, l'argent que t'as sur ton compte en banque actuellement, si c'est dans les échelles que je viens de dire, que c'est relativement petit, ça va rien changer à ta vie. Donc, si t'es le genre de personne qui sait qu'il va travailler dur, qui sait qu'il va show up tous les jours et qui va faire plus d'argent, tu devrais pas être terrifié par l'idée de dépenser de l'argent. Économiser, ça te rendra pas riche, ça changera rien à ta vie. Euh... Numéro 19. Les tâches que tu remets à plus tard sont plus courtes que ce que tu penses. C'est un truc avec lequel j'avais du mal. Je repoussais souvent des choses parce que je voyais la gueule de la tâche et je me disais putain. Et du coup, je me retrouvais à faire des choses qui avaient peu de leverage et la tâche en question qui, je savais, était la plus importante mais qui était difficile, je lui mettais une barrière de difficulté et de pénibilité à le faire. Alors que des fois, je finissais la tâche, je me disais ok, j'ai attendu un jour pour ça. Toutes les tâches sont plus courtes que ce que vous pensez. À chaque fois, ça m'est arrivé. Donc, ce que je vous conseille par rapport à ça, attaquez tout au plus vite. Vraiment, en fait, quand vous bossez, vous voyez une tâche, vous cliquez sur votre to-do list, il y a les tâches, ok, j'attaque. Parce que tu vas être là, tu vas réfléchir, tu vas dire, ah ouais, cette tâche, elle est un peu moins chiante que l'autre, attaque tout au plus vite. Je me suis rendu compte de ça, que même moi, je le faisais, et depuis, c'est beaucoup mieux. Toutes les tâches compliquées, je vous garantis qu'elles sont plus courtes que ce que vous pensez. Donc, arrêtez de mettre autant de friction et une barrière à l'entrée énorme à ces tâches-là, attaquez-les au plus vite. Numéro 20, super important, développer un sens d'urgence. J'ai fait des recherches par rapport à ça. Apparemment, que 2% de la population ont une urgence de réussir. Ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc si vous l'avez, déjà, vous passez devant 98% des gens, c'est énorme. Si vous paniquez pas encore, parce que dans cette vidéo, pas tout le monde aura l'urgence de réussir, faites des tafs de merde. Moi, j'ai eu mon déclic là-dedans quand j'ai bossé à Decathlon, quand j'ai bossé dans une cuisine centrale en train de remplir des barquettes et m'assurer que c'était le bon poids. Je me suis dit, mec,
si je suis pas libre par moi-même, j'aurais pas le choix de faire un taf pour quelqu'un d'autre. Et ça me terrifiait, genre. C'était ma pire peur, en fait. Donc quand tu te rends compte de ça, tu te dis, OK, si je me bouge pas maintenant, j'aurais pas le choix d'accepter ça. Attends. Faites un taf de merde. Là, si vous raisonnez pas avec ce que je dis, je vous garantis que vous allez vous retrouver dans une position où vous serez plus en études, vous allez avoir un taf full-time, et quand vous allez rentrer de ce taf, vous serez trop fatigué pour bosser sur un truc qui vous donnera la liberté. Et ça, c'était mon pire cauchemar. C'est pour ça qu'en cours, je bossais, et qu'à la fin de mes études, je faisais déjà 6 chiffres par mois de profit. Si vous n'avez pas d'urgence, j'aurais dû le mettre plus haut parce que c'est ultra important. Parce que sinon, ce qui va se passer, regarde, je le vois moi-même, quand je retourne dans ma ville d'enfance en Bretagne, tu vas voir les gens de ton âge que tu connaissais avoir des tafs banals. Et ils sont pas en stage, gros, c'est leur taf. Tu vas aller dans une boulangerie et tu vas voir la meuf qui était à côté de toi en français, tu vois. Elle avait pas d'urgence, elle. Elle a juste pas réalisé que si elle branlait rien, elle allait être bloquée dans ce truc. Et là, tu vois, moi j'ai 22 ans, tous ces gens de mon âge, je les vois faire des tafs normaux et ça me terrifie parce que je le voyais avant en fait. J'ai eu des clics quand je faisais des stages et ça m'a suffi. Il y a des gens, ils ont besoin de trouver leur putain de CDI pour se dire, ah en fait c'est de la merde. Bah ouais, mais t'as eu le temps avant de comprendre ça, tu vois. Donc quand t'as pas cette urgence avant et que t'attends d'être bloqué dans un CDI, tu vas te retrouver avec moins de temps, moins d'énergie et plus de responsabilités. Et c'est pour ça que je voulais éviter ce truc à tout prix en fait. Ça m'est arrivé une fois de passer dans un géant Leclerc, peu importe. La personne à la caisse était avec moi en cours. Et je me dis, putain, je détesterais être toi. Si j'étais toi, je détesterais ma vie. Et je suis content d'avoir eu l'urgence avant, quand je faisais des stages, plutôt que de devoir attendre de faire un putain de CDI et d'être bloqué dans ce truc. Numéro 21, prends responsabilité pour absolument tout ce qui se passe. Par exemple, je fais de l'OFM, vous avez compris. Il y a un problème avec ta cliente, tu vois. Problème de leak, problème de compte ban, peu importe. Si t'es dans une position où tu unban le compte et que ça te coûte 300 balles. La meuf, elle est dévastée, putain, j'ai perdu mon compte Instagram, elle est triste, etc. Est-ce que tu vas être le gars qui va dire, oh, c'est simple, t'inquiète, on l'a déjà fait hier, ça va être simple, on va t'en trouver ton compte. Ou tu prends l'opportunité du problème en question pour prendre responsabilité sur toi et te dire, prendre responsabilité, je sais pas si c'est bien dit, mais prendre crédit en anglais. Prendre le problème pour jouer le rôle de sauveur. Tu peux soit lui dire, ok, ça va être simple, t'inquiète, ça va être que 300 $, c'est rien, on fait ça tous les jours. Ou tu peux être le gars qui dit, ok, ça risque d'être compliqué, je te garantis rien, je vais bosser dessus toute la journée et je te tiens au courant. Une fois que l'unman se passe, dans le premier cas, tu aurais dit, ok, done, c'est bon. Et dans l'autre, tu peux lui dire, ok, c'était compliqué, j'ai dû contacter un avocat, j'ai dû rentrer en contact avec Meta, etc., mais j'ai réussi à unban ton compte. Tu penses que dans quel cas elle va être plus reconnaissante? Dans le cas où c'était simple ou dans le cas où tu as mis plus d'efforts pour arriver au même résultat qui coûtait 200 balles? Même si c'était simple, dis que c'était une galère. Les gens apprécient l'effort envers eux-mêmes. Maintenant, le jour où elle a envie de quitter ton agence, pour x, y raison, les meufs, c'est émotionnel. Ça se trouve, elle part en soirée à LA, elle se fait baiser par un manager, et le lendemain, elle a envie de le join. Mais elle va se dire, OK, le moment où c'était compliqué d'unban mon compte, ils étaient là, tu vois. Peut-être que ce gars, il est pas capable de le faire. Pareil pour les leaks. C'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a un truc qui est simple à enlever, fais comme si c'était compliqué. Les gens apprécient l'effort que tu mets envers eux. Leçon numéro 22 et la dernière. Je sais que vous avez appris des trucs. Si vous me dites que c'est pas le cas, vous mentez. Si vous vendez des meubles, si vous avez une agence UGC de clipping, si vous faites du SMMA, du dropshipping, peu importe. Ce que j'ai dit là, vous pouvez l'appliquer partout. Donc, leçon numéro 22, c'est pas ce que tu vends, c'est comment tu le vends. Et je vais faire un lien encore une fois en OFM. Parce que en même temps, ce serait hypocrite de parler d'autre chose. J'ai fait 10M avec mon agence OFM, pas avec autre chose. Donc c'est pour ça que je vais parler de ça. Mais encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre business. Ce qui vend sur OF, c'est pas forcément le contenu, c'est comment vous le vendez. Par exemple, qu'est-ce qui vend le plus à ton avis entre eux? J'ai fait ces deux vidéos, tiens, je te les envoie, tu veux les voir. 29 $, peu importe, on s'en fout. Ou de dire, mettre une histoire derrière le contenu et dire, j'ai jamais fait ça, est-ce que tu veux le voir? Je suis pas sûr, je vais peut-être regretter et le supprimer plus tard. En plus, mes parents étaient à côté, je devais pas faire de bruit. Le contenu reste le même, tu vois, ça change pas, mais je garantis que la deuxième version, elle a 4 fois le taux d'ouverture. Si un fan random, il arrive sur le Instagram de ta modèle, il voit des photos en sous-vêtements, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah ok, c'est une OF girl, forcément elle fait des nudes. Si elle montre du sous-vêtement sur Instagram, qu'est-ce qu'elle fait sur OnlyFans, tu vois? Alors que si t'arrives à switch ce branding, si t'enlèves tous les trucs de merde là qui servent à rien sur OnlyFans, et les meufs qui se disent, ah ouais, mais plus je montre, plus je vais vendre, c'est faux, c'est totalement l'inverse. J'ai des meufs qui se postent en suite sur OnlyFans, et j'ai fait des millions avec elles. Il faut qu'il y ait le doute en fait. Il faut que quand on arrive sur le compte Instagram, ce soit est-ce qu'elle a un compte OnlyFans? Tu vois, elle fait pas OF Girl. Je regarde sur son compte. Oh putain, elle a OnlyFans. Stylé. Ensuite, t'arrives, tu t'abonnes. Si le feed, pareil, il y a que des trucs provocateurs et ultra sexuels, avant de DM la personne, tu sais très bien qu'elle fait des nudes, vu la dinguerie qu'elle poste gratuitement. Donc, le but, ce serait de garder une image le plus clean possible, entre guillemets, et d'avoir une image de fille qui est un peu réservée, qui est nouvelle par rapport à ça, alors qu'elle fait tous les types de contenu, tu vois. Et là, t'as un écart énorme entre l'attente du contenu
Donc, ce que le fan pensait avoir de la modèle, genre, est-ce qu'elle monte ses seins, limite, tu vois, c'est chaud, et le contenu en lui-même. Et en fait, cette différence-là, plus elle est grande, plus tu peux vendre cher. Parce que tu peux jouer sur la rareté. Et ça se joue avec des arguments à la con. Typiquement, ce que mes chatters disent, c'est, j'ai jamais fait ça, t'es la première personne à qui je l'envoie. Alors que ça fait 10 ans qu'on l'envoie le truc. Mais dire que t'es la première personne qui va recevoir ça, tu joues sur la rareté et l'exclusivité du truc, en fait. Pareil, ce qu'ils peuvent rajouter, c'est, je risque de le supprimer, tu vois. Là, tu joues sur l'urgence. Donc en fait, même si le contenu reste le même, le branding qu'on a changé, l'état d'esprit dans lequel on a mis le fan avant qu'il s'abonne, sur Instagram et sur le feed OnlyFans, où on met pas forcément de dinguerie, tu vois, qui révèle forcément ce que la meuf fait. Ça met le fan dans une situation un peu floue, où il sait pas trop se situer en termes d'attente de contenu, et ensuite on peut jouer sur la rareté en disant, j'ai jamais fait ça, c'est à toi que j'envoie en premier, et là vous pouvez vendre beaucoup plus cher. Je me rappelle avoir vendu des vidéos à 800, 900 dollars juste parce que je jouais sur ces principes-là, en fait. Donc, c'est pas ce que vous vendez, c'est comment vous le vendez, c'est la rareté que vous arrivez à créer à propos de ça. On a fini sur les leçons business, je vais pisser, et on revient pour les leçons mentales. Leçon mentale, mindset. Il est 4 heures du matin, je suis en train de vous faire cette vidéo. Ce que j'ai à dire par rapport au mental, le mindset à adopter si vous êtes ambitieux, vous voulez faire de l'argent, vous voulez changer votre vie, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, parce que si t'as un mental de merde, rien suivra en fait. Tu seras même pas assez ouvert d'esprit pour voir les opportunités qui t'entourent. Donc, je pense que l'un va pas sans l'autre, et ça se lie parfaitement à la première qui est tout le monde est concentré sur avoir et posséder au lieu d'être et devenir. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que un truc à savoir qui est indéniable, c'est que tes revenus dépasseront jamais ton niveau de développement personnel. Ce que tu penses, tes convictions, ta discipline, la personne que t'es, c'est une réflexion directe de tes revenus en fait. C'est pas à propos des voitures, c'est pas à propos des montres, c'est la personne que t'es qui te permet d'avoir ces choses-là, tu vois. Être millionnaire jeune, avoir des supercars, ouais d'accord c'est cool, mais ce qui est plus important c'est la personne que tu dois devenir pour avoir ces trucs-là. Quand je vois un mec qui est libre financièrement jeune, ça dit beaucoup sur la personne. Ça veut dire ok ce mec-là il est discipliné, ce mec-là il a pas peur du travail dur, ce mec-là quand il y a une tâche et qu'il est tard, il est 4 heures quand je fais cette vidéo maintenant, il va finir quand même la tâche, tu vois, malgré le fait que ce soit pas agréable. C'est à propos de la personne qu'il faut devenir pour avoir ces trucs. À moins que tu sois un geek et que tu aies pris 5M sur un pump crypto, faire de l'argent dans un business, ça nécessite beaucoup de choses, beaucoup de qualité. Ça nécessite d'avoir de la discipline, ça nécessite des compétences en vente, savoir manager un staff. Il y a plein de trucs qui vont avec. Et peut-être que la personne que tu es actuellement, le niveau de compétence que tu as, le niveau de discipline que tu as, ça va pas avec le fait de faire 1 million d'euros. Et avant de voir cette réflexion sur ton compte en banque, il faut que tu changes en tant que personne, en fait. Et pourquoi je dis que tout le monde est obsédé par posséder et avoir, c'est que tout le monde est obsédé par le résultat. Genre, je veux une supercar, je veux ce truc qui coûte cher, je veux ce truc, je veux ce truc, je veux ce truc. Ouais, mais est-ce que ton développement personnel va avec, en fait? Est-ce que ton niveau de croyance limitante va avec? Ça se trouve, tu penses même pas que c'est possible et tu te mens à toi-même. Tu dois être millionnaire mentalement, agir comme quelqu'un qui a plusieurs millions avant de les avoir vraiment. Et c'est pour ça que quand j'étais jeune, je dis ça comme si j'avais 25 ans, gros. Mais quand j'avais 18-19 ans, je me filmais et je disais je suis millionnaire déjà, c'est juste que le temps n'est pas passé assez vite pour comprendre, blablabla. C'est un sujet à part, mais il faut se comporter comme la version de toi millionnaire. Et une fois que tu seras cette personne, ça se reflètera sur ton compte en banque. Mais pas avant, ça marche pas comme ça. Numéro 2, arrête de tout voir d'une perspective pauvre. Disons que tu te balades, tu vois un mec de 20 ans qui a une supercar. Et ton premier réflexe, tu vois, ton mécanisme mental, ton truc par défaut, c'est une location. Ouais, mais s'il l'a acheté cash, c'est possible, tu vois, moi je l'ai fait. Et le problème quand tu fais ça, quand ton mécanisme par défaut, c'est un mec jeune et une supercar égale location, c'est que t'enlèves toute possibilité à ton subconscient que c'est possible pour toi. Et c'est hyper dangereux parce que tu peux te retrouver à être bloqué dans ton truc de merde et essayer de te consoler par la conviction que c'est pas possible. Alors que ça l'est. Et si t'étais assez ouvert d'esprit pour penser que c'était possible, tu réfléchirais différemment parce que tu ouvrirais les yeux sur les opportunités qui t'entourent en fait. Et si t'es convaincu qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y en aura pas. T'auras raison en fait. Tu vas dire ouais mais c'est compliqué de faire de l'argent, c'est réservé aux gens qui ont une famille riche, c'est réservé à certaines personnes qui ont de la chance. Tout ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas possible pour toi et tu vas fermer les yeux inconsciemment dessus en fait. Quand tu vas avoir une opportunité, un truc sur lequel tu aurais pu prendre action, tu vas même pas... En fait, ça va être comme si, tu vois, il y avait de l'argent partout, des opportunités à saisir et que toi, tu avais les yeux bandés. Parce que ton mindset, c'est de la merde et que t'es pas assez ouvert d'esprit pour les voir. T'as plus d'avantage à croire un mec qui ment, typiquement quelqu'un qui a une location et qui fait genre que c'est sa voiture, plutôt que d'être sursceptique dès que tu vois quelque chose qui sort du commun, un jeune en supercar par exemple. Parce que quand tu te dis ok c'est possible, qu'est-ce qui va pas avec moi, bah tu commences à réfléchir différemment en fait. Tu te dis c'est possible, comment il a fait, je commence quelque chose, j'essaye quelque chose, j'avance. Alors que si tu te dis que c'est une location et que c'est pas possible et que c'est pas possible pour toi dans tous les cas, t'enlèves toute responsabilité, t'enlèves toute possibilité à ton subconscient que c'est possible pour toi et juste t'avances pas, tu restes dans ta situation de merde et tu te confortes avec les gens moyens qui se disent ouais c'est pas possible pour nous les gars, vous inquiétez pas, il y a aucun problème avec nous, on est juste normaux, c'est ok, chacun va à son rythme. Alors qu'il y a une autre réalité que t'ignores dans laquelle les gens de ton âge ont ce qu'ils veulent. Leçon numéro 3, super importante, tourne les événements négatifs en positif. Il y a une certaine polarité en fait dans tous les événements qui arrivent
Dans les événements positifs, il y a du négatif quelque part. Dans les événements négatifs, il y a du positif. Pour vous donner une idée de l'histoire, c'est que j'avais 30 000 euros. Il y a quelqu'un qui m'a menti sur un projet. J'ai investi 15 000 euros dedans. C'était du scam. Le mec m'a juste pas répondu après. Et ça se lie un peu à la leçon où j'ai dit qu'il fallait pas traiter l'argent avec rareté et que dans tous les cas, économiser allait pas te rendre riche. Je me suis dit, mec, j'ai 30 000 euros. Ça change quoi que j'en ai 15? Rien. Donc je prends le risque. Ça s'est mal passé. Mais je me suis rendu compte qu'un événement comme ça, qui t'énerve, tu vois, qui te frustre, qui te rend fou, j'étais OK avec la leçon. En fait, je me suis dit, OK, c'est une leçon qui coûte cher, mais je me suis dit que ça allait me donner l'énergie de refaire ces 15 000 euros et plus, sans aucun doute. Et au final, ça a marché, tu vois. Mes 15 000 euros, je me suis dit, OK, pas de souci, tu vas voir. Je vais pas faire de scam. Ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose que ces gens-là. C'est pas du tout ce que je recommande, justement, pour être tranquille d'esprit et te sentir comme si tu méritais des choses. Si tu scams des gens, tu fais tout l'inverse de ce que je recommande. Je suis resté honnête, je me suis dit, OK, je vais faire de l'argent. Et je me sentais limite plus redevable dans le sens où il y a un truc négatif qui m'est arrivé. J'aurais pu me venger, mais je vais utiliser cet événement comme énergie et comme crédit de chance, entre guillemets. Parce que je me disais, mec, il m'est arrivé ça, je vais rester droit, je vais faire mon taf, et je suis sûr qu'un jour ça va me revenir. Alors que si j'avais fait du scam, si j'avais fait des trucs pas honnêtes, j'aurais eu ce truc de, je mérite pas l'argent qui m'arrive. Donc, si t'opères comme ça, en fait, si t'as cette énergie qui infiltre ton cerveau, c'est foutu. C'est pour ça que je recommande toujours de se concentrer sur soi, rester droit, ne pas avoir de trucs à se reprocher, et tu te sentiras beaucoup mieux. Donc cette frustration, colère qui est arrivée avec cet événement, je me suis dit, OK, très bien, j'accepte l'émotion, je l'utilise en ma faveur. Il y a toujours du positif à tirer des événements négatifs. Numéro 4, le plus gros trait de caractère de loser que tu peux avoir. Si c'est toi, tu seras pauvre pour toujours, je suis désolé. Comparer deux personnes qui sont plus successful que toi. Exemple, j'ai acheté 3 Lambeaux, je prime un peu, c'est marrant, on rigole bien, OK. Il y a toujours un Mongol qui va commenter un truc du genre, Lamine Yamal, il peut en acheter 10 et toi, t'en as que 3. T'en as une, toi? Ah non, non, mais lui, oui. À quel moment c'est stylé de prendre la richesse d'un autre gars, le comparer à moi, on est tous les deux des millionnaires, et toi t'es une merde, et t'agis en tant que spectateur et tu dis ouais mais lui il a plus que lui. Moi j'ai rien mais c'est ok parce que lui il a plus. C'est ridicule. Encore une fois, tu renforces à ton subconscient l'idée que c'est pas possible pour toi et que tu les auras jamais et que c'est juste, tu vis en tant que spectateur en fait. Tu vis en tant que spectateur et tu dis ok il y a ce mec là qui a ça, il y a ce mec là qui a ça, ils ont tous les deux mieux réussi que moi, mais en fait de ton côté il y a rien qui se passe, tu vois. Tu fais juste du surplace. Attaquer ou dénigrer quelqu'un en prenant une personne qui a plus réussi qu'une autre personne, mais ces deux personnes ont plus réussi que toi, c'est le plus gros trait de caractère de loser du monde, tu seras pauvre pour toujours, désolé. Numéro 5, et la dernière, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est selon moi les plus importantes. Déjà que c'est gratuit, donc le premier qui se plaint, je le banne. Des chemins vont se créer dans ta tête pour trouver des solutions et faire un plan par rapport à ce que tu penses être possible. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai acheté ma SVJ. C'était la voiture que je mettais au plus haut, tu vois. C'était ma voiture goal que je voulais vraiment. Quand je l'ai acheté et que, entre guillemets, j'avais fini le jeu des voitures, c'est un grand mot, attends, mais c'est la voiture que je voulais le plus, tu vois. Donc quand je l'ai acheté, je me suis dit, ok, est-ce que je veux vraiment une autre voiture? Pas vraiment. J'ai deux, trois en tête, ok, mais c'est juste parce que je peux les acheter que je me dis, ok, je vais peut-être l'acheter. Mais c'est pas un goal, tu vois. Je me dis pas, je voulais absolument cette voiture. Quand j'ai commencé à regarder le prix de l'immobilier que je voulais, tu vois, des villas modernes, etc., même si tu as un cash flow qui est très haut, si tu veux être propriétaire de ce genre de truc un jour, il va falloir faire plus d'argent. Parce que une villa à 10, 15 M, t'as beau faire 200K par mois, ça va prendre du temps. Et d'un coup, je commence à penser différemment, tu vois. Je me dis, ok, bah, typiquement, ce que je fais maintenant, est-ce que ça me permet d'avoir ce genre de choses? Peut-être pas. Dans ma tête, en fait, je faisais tourner mon business pour avoir une SVJ. Je me disais, ok, je vais arriver à ce stade bientôt où je pourrais l'acheter confortablement. Mais une fois que c'est fait, en fait, tu réfléchis différemment parce que tu te dis, l'income que j'ai là, le cash flow que j'ai maintenant, je sais que c'est beaucoup, là, ça résonne peut-être à personne. Une villa à 15 M, tu vois, vous êtes peut-être dans un taf banal où on étudie et vous voulez juste faire 10K par mois. Mais ce que je veux dire par là, comment vous pouvez l'adapter à votre situation, c'est viser plus haut et penser plus grand par rapport aux résultats. Si tu veux faire le plus d'argent possible, te limite pas mentalement à 10 000 euros par mois, par exemple. Parce que si tu penses à 100K par mois, tu vas penser différemment, en fait. Tu vas te dire, OK, mais je devrais peut-être déléguer cette partie-là. Ou cette partie-là, elle est pas scalable et je la fais encore, donc je perds du temps. Après, si tu penses à un niveau au-dessus, je parlais de 15 M tout à l'heure, tu vas penser à un exit de business. Tu vois, comment je peux vendre mon business pour prendre 8 chiffres. Il y a des gens qui font ça. Et ça commence tout le temps par la même chose. Vous devez être assez ouvert d'esprit pour penser que c'est possible. En fait, certains d'entre vous, vous avez trop peu d'ambition, vous avez des convictions pauvres qui sont gravées en vous, tu vois, et vous laisserez jamais votre esprit assez ouvert pour faire rentrer la lueur de possibilités de succès que vous pourriez avoir. Et quand vous êtes bloqué dans ça, le problème, c'est que vous allez jamais penser en dehors de ce que vous avez déjà. Quand tu réalises que 100K par mois, c'est possible, peut-être que vous avez personne comme ça dans votre entourage, mais par exemple, mes potes d'enfance, quand je les vois, ils savent que je mens pas sur mes résultats, tu vois, bah, ils commencent à réfléchir différemment. Ils se disent, mec, comment c'est possible, tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces trucs? Mais ça commence par une conviction, en fait. Si vous suivez un peu des trucs du genre loi de l'attraction, etc., beaucoup, c'est du bullshit, dans le sens où
j'y crois, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent un peu comme truc de branlette et se dire loi de l'attraction, je branle rien et tout va bien m'arriver. Pas mal de gens disent que les actions créent votre réalité et pas directement. Qu'en fait, tes pensées, ce que tu penses réellement, tu vois, tes convictions, ça va créer une lueur de possibilité en fait. Et si t'es pas convaincu que quelque chose est possible, tu vas jamais bosser pour l'atteindre parce que dans tous les cas, c'est pas possible. Juste, il y a aucune possibilité, tu vois. Il y a aucun chemin qui fait que tu vas arriver à cette destination-là. Et c'est pour ça que tout commence par l'ouverture d'esprit pour être ouvert aux opportunités qui t'entourent. Si t'es convaincu qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y en aura pas parce que tu les verras même pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc quand t'es assez ouvert d'esprit, tu vois un mec avec une supercar qui est jeune, tu dis ok, qu'est-ce qui va pas avec moi? Ensuite tu passes à l'action. Des actions répétées assez longtemps, ça crée une routine et une routine ça change une vie. Donc c'est pour ça que décomposer, tu vois, je sais que ça fait direct de dire tes pensées créent ta réalité. Ok mec, mais je fais quoi maintenant? Il y a tes pensées qui vont créer tes convictions, qui vont dicter ce que tu penses être possible. Sincèrement, tu vois, ok c'est possible. Qu'est-ce que je mets en place? Des actions. Répéter assez longtemps, ça crée une routine. Et une routine, ça change une vie parce que c'est juste ton quotidien, c'est ce que tu mets vers le monde tous les jours. Et forcément, pour chaque action, il y a une réaction opposée et égale. Je sais que ça sonne simple, mais plus tu bosses, plus tu reçois. Et c'est à peu près tout. Je sais pas ce que j'ai à dire de plus. Il me semble que j'ai à peu près tout dit. Il est 5h22. Je finis cette vidéo maintenant. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me demander dans quel business je suis, etc. Si vous êtes arrivé là, vous avez compris que je fais de l'OFM. Depuis maintenant 3 ans, j'ai fait 10M avec mon agence. J'accompagne des gens à ce niveau-là. Vous trouvez le lien en description. À part ça, j'ai juste envie de vous motiver et de faire passer un message, entre guillemets, d'espoir, tu vois, de mec normal qui a changé sa situation. Je sais que ça a de la valeur et que ça peut changer votre vie si vous les implémentez correctement. Regardez cette vidéo 2 fois s'il faut que ça devienne instinctif, en fait. Quand il y a un événement qui arrive dans ta vie, il faut que tu dises, OK, Kéo, il aurait fait ça. C'est que de l'expérience perso, c'est que des trucs qui ont fonctionné pour moi et qui ont changé ma vie. Si tu regardes ça, t'es un des rares qui est allé jusqu'au bout, donc félicitations et let's go, on a de l'argent à faire.